Je vous donne la bienvenue au séminaire aujourd'hui. Mon nom, c'est Sonia Tello-Rosas. Je suis responsable de l'axe organisation sociale et collective du CRIS. Je suis ici avec Martine Bézina, qui est la co-responsable. Et nous sommes très contentes de recevoir aujourd'hui Damien Rousselière, on l'a invité en fait à partager, bon, il a accepté de venir à partager avec nous son nouveau programme de recherche, je peux dire comme ça, Damien. Et c'est là pour nourrir une réflexion sur les innovations sociales et la justice sociale et environnementale, et notamment sur comment des formes d'organisation novatrices, malgré qu'ils ne seront pas des formes nouvelles, pour faire une contribution à bâtir une société plus juste, plus en équilibre. Et on a invité aussi Luc Odebram pour faire l'animation du séminaire. Donc, on te remercie, Luc, d'avoir accepté d'être avec nous aussi. Merci beaucoup, Sonia. Merci beaucoup aussi à Florence et à Mélanie qui n'est pas avec nous, d'avoir organisé, aussi Martine, évidemment, d'avoir organisé cette rencontre-là et d'avoir invité à participer, à en être l'animateur. Vous allez voir tout à l'heure que pourquoi c'est un réel plaisir pour moi d'être ici. Évidemment, je suis professeur à l'Université Laval en économie sociale et solidaire. Et donc, ça me fait très, très plaisir d'accueillir un confrère d'Angers qui va venir nous parler d'un sujet véritablement très, très intéressant. Donc, je vais vous donner quelques petites informations sur Damien. Donc, Damien est professeur d'économie à l'Institut Agro. À l'époque, c'était Agro Campus. J'imagine que ça a changé de nom. Donc, c'est situé à Angers, en France, donc dans l'ouest de la France. Et il est aussi directeur adjoint du SMART L'Oreco, unité mixte de recherche en économie agricole, environnement et alimentation avec l'INRAE. INRAE. Il est professeur associé à l'UQAM depuis 2010. Il est également membre associé de l'Axe Organisation sociale et collective du CRIS. Ses thématiques de recherche portent sur l'analyse économique des coopératives, donc que ce soit des coopératives agricoles, des coopératives rurales et aussi des coopératives artisanales. Et il est aussi spécialiste dans la mesure statistique de l'économie sociale et solidaire. Il est aussi chercheur invité au Center for Communal Studies à l'Université de Southern Indiana, où il travaille actuellement sur l'histoire économique de ce qu'on appelle les communautés intentionnelles. Et c'est d'ailleurs le sujet de sa présentation aujourd'hui. C'est donc la raison pour laquelle c'est un plaisir pour moi d'écouter avec vous, de regarder et d'écouter Damien nous parler de ça, c'est que ça fait quand même plusieurs années que Damien me parle de ça, de ses péripéties, de ses périples aux États-Unis, été comme hiver, chaud et froid, pour aller cueillir de l'information sur ces fameuses communautés intentionnelles. Et donc, enfin, je vais pouvoir voir le résultat de ces réflexions, de ces analyses. J'imagine que c'est une partie des résultats, mais qu'on va voir, il y aura d'autres choses, mais du moins une partie des résultats. Et donc, je suis très, très heureux d'accueillir Damien Rousselière pour nous présenter donc cette communication. Donc, Damien, je te cède le micro pour une trentaine de minutes. Et pendant ce temps-là, les autres, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les garder, à les écrire ou à les écrire sur la partie sur la conversation. Et après sa communication, on va commencer avec vos questions et on va poursuivre avec les autres questions qui vont avoir émergé en cours de route. Donc, Damien, je te cède le micro. Merci Luc. Bonjour à tous. Je vais partager donc ma présentation. J'espère que ça va pour tout le monde. Donc, voilà, vous la voyez bien, Luc, voilà, très bien. Donc, je remercie donc, le CRIS de m'avoir proposé d'intervenir là-dessus. C'est vrai qu'initialement, c'était un séminaire qui était restreint à l'Axe, et notamment dans le cadre des réflexions du CRIS sur sa nouvelle programmation scientifique. Et puis, ça a pris un peu une tournure un peu plus large. Et donc, c'est un séminaire qui est un peu ouvert à tous et à toutes. L'idée, je vais essayer de présenter en effet, Luc, une partie de mes travaux sur
Et c'est plutôt partager un programme de travail là-dessus, hein. Il n'y a que certaines choses qui sont en cours de publication. Il y a des programmes à venir là-dessus. Et l'idée, c'est, voilà, tel que je vous propose, c'est de montrer dans un premier temps le programme de recherche en question sur ces communautés-là. Deuxième point, de faire un point peut-être rapide sur un cas de figure particulier et les questions que cela pose, hein. C'est donc, j'ai appelé ça la démocratie icarienne, le mouvement icarien, et puis de voir que cela pose une question plus générale à laquelle les différents courants de pensée qui se sont confrontés à ces organisations euh, euh, ont été justement ont essayé de prendre en compte, qui est celui de l'évaluation de la réussite de ces organisations, évaluation qui pose aussi un problème, notamment pour la question de l'économie sociale contemporaine en général. Et c'est, je dirais, le dernier point que je voulais faire sur en quoi cet objet il est intéressant et dans le cadre de la réflexion, notamment sur la programmation scientifique de crise, ça peut être à la fois quelque chose qui pose question sur la nature même de l'approche méthodologique à apporter, sur les matériaux à collecter, et puis sur peut-être aussi une ambition sur une question d'archivage, qu'on pourrait dire du temps présent, des économies sociales présentes. Donc voilà. Jean-Pierre est en retard, je voyais. Donc, je vais passer donc. Pardon, excusez-moi. Voilà. Donc, je vais faire ces quatre points. Alors évidemment, la première question, c'est en effet comment et pourquoi on peut s'intéresser aux communautés intentionnelles américaines. Je dirais, il y a un peu trois raisons. Il y a aussi une raison qu'il ne faut pas négliger, hein, qui est celui du hasard dans le cadre de la recherche, hein. Je dirais qu'un certain nombre de recherches peuvent commencer par le petit bout de la lorgnette. Il se trouve que par le hasard des péripéties dans l'Ouest américain, en allant à Saskatoon, par exemple, et puis en essayant de revenir en France par la suite, on est plus ou moins contraint de faire un arrêt. On peut faire l'arrêt à Calgary, à Minneapolis, dans le Wisconsin. Alors on peut choisir comme ça. Et puis finalement, par fil en aiguille, on se retrouve justement à visiter ces organisations-là et être assez frappé par la question de la préservation de la mémoire, hein. Donc ça, c'était une rencontre organisée par l'association la nationale French Icarian Foundation à Corning, justement, où la moyenne d'âge maintenant est plus proche de. Là, il y a quelques années encore, cette photo, il y a 4 ans. Maintenant, on arrive à une moyenne d'âge de 80 ans. Ça avait été bien, il y avait une thèse qui avait été faite il y a quelques années justement par Véronique Mendez sur justement l'histoire de la constitution un peu du mouvement icarien et de la préservation de la mémoire. Elle avait visité cette organisation dans les années 2009, et je dirais que c'était vraiment le maximum de son développement à ce moment-là. Et depuis 10 ans, c'est plutôt en régression importante. Et il y a quelque chose ici qui se pose comme question de préserver une mémoire encore vivante, hein. Quelque chose qui a à voir aussi, je pensais à des choses qui avaient été faites au 19e. Il y a ceux qui sont allés, par exemple, à Yale, il y a quelque chose comme un trésor qui est l'ensemble des notes qu'avait fait Edgy MacDonald sur l'ensemble des communautés du 19e siècle, et pour lequel souvent c'est les seules traces qui nous restent, hein. Tout le reste a disparu suite, par exemple, au macartisme, à la disparition des archives familiales, par exemple. Et pour certaines organisations, on va regarder que justement cette mémoire-là qui va être présente telle que collectée par A.J. MacDonald. Donc il y a quelque chose comme une interpellation et une question par rapport au rôle d'utilité sociale que peuvent jouer les chercheurs. Et puis, quand on commence un peu à s'intéresser à ça, on se rend compte que c'est des recherches qui relèvent d'une réalité relativement mal connue. Alors, on en parle beaucoup, peut-être on le lit beaucoup moins. C'est des travaux dans le cadre d'un courant de recherche, le Communal Studies, qui est plutôt dans les travaux publiés dans des revues peut-être confidentielles ou des presses universitaires confidentielles. Alors évidemment, il y a une exception notable, c'est celle de Karl Garneri dans The Utopian Alternative, et qui avait été publiée à Cornell.
et qui est peut-être le seul ouvrage, en tout cas, fait dans le cadre d'un historien un peu mainstream américain. Et ce qui frappe aussi, c'est que cette histoire, elle est à la fois ni dans l'histoire officielle et ni dans l'histoire alternative. Pour ceux qui ont lu justement l'histoire populaire des États-Unis de Howard Zinn, il n'y a aucune mention aux Icariens, évidemment, et une seule mention indirecte au fourriérisme, avec une mention notamment de la tentative de Nashoba, mise en place par Francis Wright, hein, qui est d'ailleurs plus proche de l'owenisme que du fourriérisme. Donc voilà, cette histoire qui est totalement absente de l'histoire officielle ou même dissidente. Et puis, comme ça a été montré, c'est souvent, après, dans les documents qu'on va trouver, on a souvent ce qu'a mis en évidence Amy Hart, c'est souvent deux types d'approches, soit la géographie pure et simple ou le dénigrement, et on peut trouver ça dans pas mal d'ouvrages, avec dans un certain cas, on va dire, un rapport distant avec les sources. Pour ceux qui sont peut-être confrontés à la prose de Jean-Christophe Petit-Fils, hein, qui a écrit par exemple La vie de Jésus, hein, son ouvrage sur le socialisme utopique n'utilise par exemple que des sources de deuxième main. Et ce qui fait que dans ces documents, alors on en trouve aussi dans les publications américaines, on a relativement peu d'éléments sur la réalité matérielle et les formes de vie de ces organisations-là. Et puis, parallèlement aussi, un retour historiographique assez fort aussi aux États-Unis, qui est d'abord militant, en effet, hein, que ce soit Lillian Snyder ou Robert Sutton, qui ont été confondés puis dirigés, par exemple, le Center for Icarian Studies à la Western Illinois University, mais un retour historiographique qui peut être militant en grande partie, puisque là, on est sur constituer un mouvement, préserver quelque chose, et qui fait que, par exemple, ce qui m'avait assez frappé, c'est, par exemple, dans la sélection du matériel empirique, il y a une collection incroyable à la Western Illinois University, mais par exemple, un certain nombre de lettres de la famille Marchand ne va pas être, qui est la famille un peu emblématique au niveau des Icariens, ne vont pas être sélectionnées comme par hasard. Il se trouve que dans ces lettres, il y a un certain nombre de choses sur lesquelles je reviendrai par la suite. Donc, voilà, je dirais, c'est un peu ce contexte-là qui existe. Et puis, mon intérêt, c'était aussi de voir qu'en effet, même quand on s'intéresse à tout ce débat historiographique, il y a aussi une réflexion sur la dimension réflexive et pragmatique, il me semble, dans l'historiographie, où justement, il y a cette recherche de mettre en place, peut-être de réhabiliter ce qui pourrait être un pacte de vérité entre l'historien qui vraiment s'affirmerait en sciences sociales et puis le lecteur. Ça renvoie aussi à un intérêt personnel par rapport à des travaux précédents que j'ai fait avec un certain nombre d'entre vous, et notamment qui avait été justement sur la question de l'histoire de l'économie sociale comme ensemble de théories pratiques complexes qui nouent des relations entre les pratiques et la théorie. Les théoriciens sont également des praticiens et inversement. C'est aussi un ensemble d'organisations dans lequel il va y avoir une évolution des règles d'organisation au cours du temps. Et puis aussi, il me semble que cette question historiographique ici, prendre au sérieux ce que disent les gens à propos de ce qu'ils font, hein, quelque part, contrairement à faire ce que certains font, c'est-à-dire en ne prenant pas compte ce qu'ils disent, c'est les enterrer d'une certaine manière une deuxième fois, hein. C'est peut-être de voir sur les justifications de ce qu'ils disent, essayer de comprendre quelque chose dans ces organisations. Et puis, de manière plus récemment, quand on s'intéresse à ces organisations, on constate un point qui est leur faible durée de vie. Est-ce que ça peut être un critère pertinent de manière générale pour l'économie sociale? Voilà, donc des recueils de données dans les archives depuis un certain nombre d'années, avec certains travaux en cours de route. Je vais parler plus précisément des deux premiers. C'est un peu là-dessus que va être bâtie ma présentation, où j'ai essayé de regarder ce qui se passe dans les communautés icariennes de l'Iowa, et puis avoir une réflexion aussi sur la nature des archives.
Il y a trois aspects aussi qui sont en cours de publication ou d'évaluation, notamment sur des exemples que je vais détailler hein, à la fin aussi sur certains phalanstères et pour lequel il y avait quasiment rien qui était disponible et sur lequel j'ai pu avoir accès à des nouvelles archives. Voilà. Euh, voilà. Et puis d'autres travaux à venir. Il y a un petit bonus à la fin de la présentation, comme à chaque fois que je fais une présentation sur ce sujet, j'ai mis une recette de cuisine. J'avais proposé la recette de la tarte à la rhubarbe icarienne. Là, j'ai une recette d'une petite bière d'épinette, hein, donc une recette qu'on pourrait faire assez facilement. Donc, 3 points que je voulais détailler. Donc, premier point qui était en effet sur la question de la démocratie icarienne. Alors, peut-être je dirais que je m'intéresse à 4 objets en particulier, 4 types de communautés, sachant que ces communautés sont très diverses, qu'il ne faut pas sous-estimer le côté aussi un peu opportuniste qu'il y a à certains créateurs de communautés de s'insérer dans un mouvement. Et on le voit bien pour un certain nombre de phalanstères dits fourriéristes, il y a quelque chose, il y a vraiment des inspirations très diverses. Le fait que Albert Brisman, par exemple, qui a popularisé la pensée de Fourier aux États-Unis et fait un peu un vade-mecum quelque part de cette pensée. Il ne faut pas sous-estimer le fait que c'est quelque chose qui a été très utile aussi quand on veut monter une organisation. Et puis, il y a des formes et des trajectoires assez différentes également. Des organisations qui peuvent se créer dans un mouvement donné, peuvent s'en émanciper pour différentes raisons. Toutes ces organisations, elles sont intéressantes parce qu'elles sont toutes des compromis très différents entre la place de la propriété privée, la place de la propriété collective. On a vraiment tout le continuum qui peut exister. La question de la sphère des décisions collectives également. La place et la forme de la rémunération individuelle qui est inexistante dans certains nombres, comme des communautés icariennes, qui est très codifiée dans les communautés fourriéristes ou owenistes et qui prend d'autres formes dans les communautés religieuses allemandes. Évidemment, la place de la religion qui va être de la libre pensée à d'autres formes de déisme ou de courants chrétiens, enfin voilà, un peu tout ce qu'on peut trouver. Dans ce cadre-là, c'est vrai qu'il y a aussi des sources qui ont des différents, sur lesquelles j'ai essayé de réfléchir aussi, qui ont des différents niveaux de publicité, de justification. Pour certaines, c'est vraiment rendre compte de ce qui s'y passe. Et puis d'autres n'ont pas vocation à être rendues publiques. Hein. Les lettres n'avaient pas vocation à être rendues publiques, ou une partie avait vocation. Par exemple, quand on envoie une lettre à quelqu'un qui est dans la communauté, on imagine bien qu'il va la faire lire à toutes les personnes de la communauté. Donc, il va y avoir des stratégies d'euphémisation, ou en tout cas dans ces documents-là. Avec des sources qui ont vraiment des finalités aussi très différentes, suivant aussi la nature des communautés. Ce qui frappe chez les Icariens, par exemple, c'est l'idée de compte-rendu un peu exhaustif de tout ce qui s'y passe, parce qu'il faut faire foi, quelque part, sur toutes les modalités de la vie commune. On va voter sur l'attribution d'une nouvelle paire de chaussures à telle personne, l'achat de brosses à dents, l'organisation d'une fête, l'organisation, le paiement d'un billet de train pour aller voir la famille. Enfin, voilà, il y a tout ça. Dans les phalanstères, on est vraiment sur l'idée de garder trace de tous les flux financiers parce que on a vraiment, on achète à la fois les produits du phalanstère, on fournit du travail et puis on est aussi actionnaire. Donc il y a des flux financiers dans tous les sens. Il faut pouvoir les mettre en place. Chez les communautés religieuses, on est vraiment plutôt dans une grande entreprise dans laquelle il y a une comptabilité généralisée et on va essayer de valoriser, par exemple, de rentrer au niveau comptable la consommation des membres, ce qui ne se passe pas ailleurs. Et évidemment, ce qui est d'ailleurs intéressant et problématique, c'est sur celles qui sont les communautés libertaires ou fortement instables, on n'a quasiment aucune trace. Et ça, c'est un point qui est très important et qui pose problème et qu'il va falloir essayer d'entrer par différents cas de figure. Peut-être rapidement sur les Icariens,
Voilà, comme vous avez dit, Liliane Snyder, alors, à l'époque, ça avait peut-être du sens de dire que c'était la plus grande communauté non religieuse. Ce qui est un peu moins vrai parce que Twin Oaks là, vient de fêter ses 50 ans, hein, donc c'est plus tout à fait vrai. Et puis, en fait, les communautés n'existaient plus dès 1995. Et puis, bon, également, c'est une relation complexe de scission, de transfert, de concurrence entre ces différents communautés qui se créent d'abord au Texas. Il y a un beau film qui a été tourné là-dessus sur Christmas in Icaria, par exemple, et puis avec qui part à Nauvoo dans l'Illinois, vous voyez, qui remonte un peu le Midwest, vers le Midwest américain, et puis avec une dernière expérimentation en Californie. Voilà, c'est un peu ce que je vous ai dit. Ce qui m'avait intéressé aussi, c'est de montrer aussi dans ces communautés comment elles vont progressivement se transformer par rapport à des dimensions assez austères. Si on se contente de lire ce qu'a pu écrire Étienne Cabet, on a quand même une vision assez certains ont dit que c'était le père du totalitarisme, c'est pas du tout quand même, ça me paraît vraiment trop un peu injurieux quand même. Mais il y a quand même quelque chose de très codifié, une utopie en grande partie industrielle, et, euh, et quelque chose qui évidemment va être totalement différent avec les Icariens dans l'Iowa. On passe de cette utopie industrielle à quelque chose comme une grande ferme collective. C'est vraiment ça ce qui se passe, avec les mêmes questions qui vont se poser dans d'autres types de fermes collectives comme les kibbutzim. Ce qui m'avait frappé aussi, c'est de montrer que dans ces communautés, c'est exactement les mêmes questions qui se posent que quand on lit, par exemple, ce qu'a pu écrire Amos Oz à propos de la vie dans le kibbutz auquel il a participé, hein, le scandale des petits jardins. Il a très, très bien décrit ça ailleurs peut-être, hein, justement. Qu'est-ce qui fait qu'on peut cultiver pour sa consommation propre un certain nombre de choses. Voilà, donc peut-être je prends beaucoup de temps là-dessus, je vais peut-être avancer un petit peu. Donc voilà, c'est quelque chose, voilà, il y a beaucoup de plans qui existent. On est sur des formes assez classiques de fermes collectives, avec d'un côté la production, de l'autre côté avec des endroits où on va pouvoir se réunir, comme le réfectoire au milieu. C'est des exploitations agricoles de très grande taille, même si l'essentiel va pas être cultivé, hein, qui est dès 1870 mis sur les atlas économiques de l'Iowa. On voit Icari qui est fixé là-dessus avec le nom Marchand, donc le président qui identifie, hein, parce que pour ceux qui font l'atlas économique, un chef d'entreprise, enfin chef d'exploitation, il n'est pas élu, enfin il n'est pas, il n'est pas élu, hein, c'est le bon père de famille qui gère une exploitation. Donc, boum, Icari, c'est Marchand, quoi. Et c'est une activité qui est très diversifiée. Ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup frappé quand on compare les exploitations de l'époque. On a beaucoup de polyculture élevage, de maraîchage, de viticulture, une approche aussi très portée par les membres d'introduction d'espèces non cultivées localement, beaucoup d'expérimentation. Alors, c'est pas forcément, il y a beaucoup d'expérimentation un petit peu comme ça. On teste des choses et puis finalement, on se trouve que la production de petits fruits, les asperges, la rhubarbe, c'est des choses qui sont intéressantes, qui se vendent bien, et puis on va pouvoir les vendre. Et on a des diversifications justement qui sont très intéressantes parce qu'elles sont explicitement axées sur de la commercialisation et non de l'autosuffisance. Avec un profil très particulier des Icariens, je pense, au regard d'autres communautés, c'est d'abord des gens urbains et très fortement éduqués. Et ça a été très bien montré par James Sweetland. Voilà, je vous ai mis par exemple le premier prix d'excellence de Armel Alexis Marchand, par exemple. Évidemment, c'est des gens qui ont, voilà, quelque part, vous venez de villes moyennes, vous débarquez au milieu de l'Iowa. Bon, comment vous faites pour faire fonctionner votre ferme? Et c'est vrai que c'est des choses qui avaient été assez montrées par des visiteurs. Il y a des comptes rendus de cette communauté où ils se demandent est-ce qu'ils s'y connaissent vraiment en agriculture. Alors, ce qui est intéressant, c'est que ils ont fait un peu comme ce que font des gens qui sont allés à l'école, hein, donc
ils achètent des livres, ils écrivent des lettres à d'autres et puis ils essaient de se documenter un petit peu comme ça. Et c'est un petit peu comme ça que progressivement, justement, on a des expérimentations qui sont faites. Et la question de la compétence en agriculture, c'est quelque chose qu'on va retrouver justement dans des… bon, parce que il y a des votes sur les admissions de nouvelles personnes et on trouve justement, c'est des critères qui sont mis en évidence. Et voilà, c'est des petites statistiques que j'avais faites sur les ouvrages de la librairie icarienne. Il y a explicitement cette dimension qui est mise en évidence. Voilà, ces 3 rôles, et dont le rôle qui est de l'apprentissage en technique agricole et économique, pas seulement d'éducation et de divertissement, mais cette dimension-là qui est mise en avant. Avec des communautés qui sont très fortement insérées dans les réseaux professionnels et agricoles et qui vont avoir des effets de diffusion sur le reste, et qui est notamment accentué par quelque chose qui renvoie aux trajectoires, en fait. Bon, il y a beaucoup de travaux qui ont été faits sur la question des trajectoires des personnes qui rentrent et qui sortent, hein. C'est vraiment ce qui a été constaté avec des fortes porosités, hein. Vous avez des gens qui passent du fourriérisme à la communauté icarienne et inversement, hein. C'est des choses qui seraient impensables si dans la guerre enfin, guerre intellectuelle qu'on pouvait dire entre icariens et fourriéristes. Mais c'est ce qu'on constate, évidemment, avec 2 grands types de sorties, qui est d'un côté l'idée de la rupture aussi, hein. Donc on va créer des nouvelles structures collectives en marge de la communauté dans laquelle on est. Et puis d'autres éléments, c'est qu'évidemment, si vous éduquez les personnes de la communauté, ben, elles vont avoir envie de se réaliser également par ailleurs, de développer des projets individuels qui sont non réalisables dans la communauté. Et on a des personnes comme voilà, le fils de Armel Alexis Marchand, qui a été un inventeur assez extraordinaire, qui a déposé de nombreux brevets, dont certains ont été copiés par General Electric, par exemple. Et donc, on a des trajectoires assez complexes là-dessus et des rôles qui vont être importants, joués au plan agricole et l'influence sur le mouvement social américain. Et je dirais qu'une fois que ceci a été mis en évidence, on pourrait se dire, voilà, c'est quelle est l'influence et quel est le rôle que peuvent avoir ces communautés-là. Ce qui m'avait beaucoup frappé, c'était une remarque, alors on la retrouve donc dans la Free Press, Adam Scounty Free Press, et puis ça a été repris dans le bel ouvrage de Jules Prudhomme sur la communauté icarienne, qui est vraiment, à certains égards, c'était une thèse de la fin, enfin, du début du XXe siècle, hein, qui fait encore référence là-dessus. Et Eugène Bétanier disait très bien, ben oui, on a disparu, mais en soi, c'est pas forcément un échec finalement, et c'est quelque chose qui pourrait être reconnu, sera reconnu plus tard comme étant le seul ordre social juste. Et je dirais cette question-là de forcément la vie courte de ces communautés, mais ça a été quelque chose qui a été beaucoup débattu dans les travaux là-dessus. Voilà, par exemple, ce qui a été bien repris dans Un désir d'égalité par Michel Lallemand, sur le fait qu'évidemment la durée de vie effective n'est pas un critère de discrimination. Et ce qui peut frapper, c'est si vous intéressez, par exemple, alors j'ai photographié un certain nombre d'historical markers, mais d'autres j'en ai pris par ailleurs. Vous voyez qu'il y a c'est comment on justifie l'organisation et comment on dit que ça a été une réussite ou pas une réussite. Alors par exemple sur le Wisconsin Phalanx, on dit c'est voilà, une organisation qui a eu quelques années de vie vigoureuse et puis qui a disparu en fait. Si on regarde le historical marker pour l'Icarian Colony à Corning, voilà, c'est un groupe où il y a plein de personnes très éduquées, très talentueuses, etc. Et voilà, et tous les mots renvoient à le fait qu'ils ont essayé de s'insérer dans la société américaine. En effet, ça c'était la volonté d'Étienne Cabet. Donc voilà, et qu'ils ont accumulé de la connaissance, par exemple. Plus drôle et plus étonnant sur le North American Phalanx. Voilà, alors il faut la trouver, hein, cette plaque, parce que c'est vraiment au carrefour un carrefour où il n'y a absolument plus rien. Et bon, par exemple, voilà, cette expérimentation a été un succès, et puis ça a été détruit par le feu, pas de bol. Une reconstruction de l'histoire. Dans Utopia, par exemple, les gens se sont
n'y a pas eu de succès économique et puis ils se sont lassés du fourriérisme. Voilà. Alors celui de Lagrange Phalanx, voilà, ce nouvel ordre social a été une faillite. Voilà. Donc évidemment, cette question-là, elle traverse la recherche là-dessus. Et le passage obligé, c'est celui de Rose Canter, hein, qui a été la première à travailler un peu de manière systématique là-dessus, hein, qui dit qu'il y a 3 problèmes dans les organisations communautaires, c'est le contrôle social, la cohésion et la continuité. Et quelque part, l'engagement des membres qui va faire perdurer l'organisation, c'est le résultat d'un calcul qui est complexe, entre des dispositions cognitives, affectives et évaluatives. Hein, donc, ça prend en compte des bénéfices et sacrifices individuels, les liens sociaux et familiaux, et puis également le sens du juste, ce que dit très bien Rose Canter. Alors, pour être juste, Canter, je ne l'avais pas tellement lu, je l'avais surtout lu à travers la théorie qui est beaucoup plus axée dans la théorie du choix rationnel de Richard Sosis. Et c'est en revenant un peu à Canter que je me suis rendu compte que c'était beaucoup plus complexe que c'était. Richard Sosis, justement, limite ce calcul à un calcul individuel. En fait, il y a un profit associé à la participation et un coût associé au départ. Et pour la communauté, en échange des bénéfices qu'elle va fournir aux membres, la possibilité d'avoir des postes dans l'organisation, d'avoir des revenus, etc. Il va exiger des sacrifices, voilà, et notamment, il met bien en évidence voilà, la vie austère, l'abstinence, de quelque nature qu'elle soit, parce qu'il faut mettre en place des signes crédibles d'un engagement. Voilà. Et vraiment, c'est pour… donc, on retrouve tout à fait les termes économiques, hein, d'éviter donc les free riders. Donc, vraiment, il faut montrer qu'il y a un engagement fort dans la communauté pour qu'en échange, tout le monde soit d'accord que vous ayez accès qu'il y a une cohésion au sein du groupe et que tout le monde, et d'ailleurs, soit d'accord que vous ayez accès à ces différentes ressources. Et voilà, c'est dans ces un peu approches, hein, je dirais, façon Sosis ou Canter, le succès, c'est d'abord la longévité. Alors, Canter dit de manière précise, ça peut se justifier parce que, quelque part, une organisation utopique, son principal objectif, c'est d'abord de tester un nouvel ordre social qui puisse durer dans le temps. Donc, ça a un peu une justification. Donc, évidemment, il ne faut pas lui faire dire ce qu'elle n'a pas dit. Et puis, elle dit, par exemple, c'est 25 ans. Alors, je trouve que voilà, c'est vrai que quand l'échantillon qu'elle prend, il y a des ruptures. Et c'est vrai qu'entre 15 et 30 ans, il n'y a pas grand-chose comme organisation. Voilà. Et il y a différents tests qui ont été faits là-dessus et qui montrent très clairement qu'il y a les communautés, justement, religieuses ont des durées de vie plus longues parce qu'elles sont capables d'imposer des sacrifices à leurs membres, chose que ne peuvent pas faire les communautés séculaires parce que, voilà, absence d'alcool, célibat, c'est un peu plus compliqué. Hein. Il y a des choses très intéressantes dans un phalanstère. Voilà. Par exemple, il y a un article qui dit l'alcool est interdit et aucune modification pourra être faite de cet article. Bon, il se trouve qu'ils vont acheter beaucoup de whisky. Ils ont dû trouver une recette de whisky, enfin de cornichon au whisky, hein, visiblement. Ça, je ne savais pas que ça avait… Et donc, voilà. Évidemment, l'alcool est aussi permis pour les personnes qui sont de faible santé. Donc, voilà, toutes les accommodements sont possibles. Donc, évidemment, ce n'est pas possible. Voilà. Et donc, on a un peu cette approche qui va être enrichie par des approches en écologie des organisations. On va montrer aussi des processus d'obsolescence. Le fait qu'il y a en effet la longévité, ça va aussi dépendre de la distance avec le moment où les organisations se sont créées. Alors ça, c'était pour Sonia. J'ai mis une petite équation parce que je me suis amusé à faire une analyse de ces données-là. Et c'était juste pour vous montrer quelque chose qui est très intéressant, c'est qu'en fait, le processus, quelque chose en quoi cette approche est problématique et n'arrive pas à en rendre compte, c'est qu'évidemment, ce processus d'obsolescence, il est très différent suivant les communautés religieuses et les communautés séculaires. Si on regarde ce qui, par exemple, ça c'était sur leur base de données de 80 organisations, on constate qu'en fait, alors là c'est ici donc l'année de naissance et là c'est la durée de vie.
Et en fait, plus c'est en couleur voyante, hein, plus ça tourne vers le jaune, plus la mortalité est importante. Et en fait, au fur et à mesure, les organisations qui sont créées, les vieilles générations d'organisations religieuses ont eu des durées de vie qui sont relativement fortes, alors que celles qui sont créées plus récemment ont au contraire un processus d'obsolescence beaucoup plus rapide. Et c'est l'inverse en fait pour les communautés séculaires. Les communautés entre 1800 et 1840, alors là, vous avez un paquet de phalanstères qui va durer 1 an, 6 mois, enfin voilà, des choses comme ça. Et puis après, on va monter, on a les Icariens un petit peu par là, et puis après, on a un certain nombre de tentatives qui sont faites dans le voilà, Homeland, enfin Home Colony, Union Colony, etc. Un certain nombre de Silkville aussi, qui a été une expérience fourriériste, qui vont avoir des durées de vie beaucoup plus lentes, beaucoup plus importantes, parce que justement, elles vont peut-être avoir eu cette capacité à utiliser, faire évoluer leurs règles, sélectionner les membres, reprendre en fait les bonnes recettes de ce qui s'est fait auparavant. Et évidemment, c'est un problème pour ce type d'approche. Pourquoi finalement il va y avoir ces différences? Et ce que reconnaît bien Richard Saucis à propos des kibbutzim socialistes, ben finalement ils ont une durée de vie importante. Alors d'où ça vient cela? Et donc c'est un peu ce qu'avait dit Imre Lakatos, c'est on est en présence d'une théorie qui est empiriquement progressive, mais théoriquement dégénérative, parce qu'il va falloir ajouter des bonnes hypothèses pour faire coller la théorie avec les faits. Ce qui fait que les autres approches vont plutôt avoir, il y a d'autres approches qui vont avoir une approche beaucoup plus institutionnaliste en disant ben, l'unité d'analyse, ce n'est pas la communauté, mais c'est plutôt le mouvement, en prenant comme fait que ben, les gens sortent et rentrent des communautés, et quelque part, il y a très peu de communautés qui sont totalement isolées des autres. Voilà. Elles sont soit fondées par d'autres, soit quand elles disparaissent, leurs membres vont aller fonder d'autres. Et ce qui a été mis en évidence dans la littérature, c'est que justement, il y a 7 indicateurs de succès de ces organisations. Quelque part, voilà, c'est la durée, la taille, c'est un parmi d'autres indicateurs de réussite, mais on peut en proposer beaucoup plus, ce qu'a proposé John Wagner, en disant ben, il peut y avoir une approche qui va être très, quelque part, ethnométhodologique, c'est-à-dire qu'on va resituer l'organisation en tant que telle, on va essayer de voir en quoi, par rapport à ses objectifs, elle les a véritablement aboutis, quoi. Et puis d'autres, une approche qui va être plutôt de dire on a des principes et puis on va voir est-ce que, par exemple, sur l'expérience de Nashoba dont j'ai parlé très, très rapidement, qui a une durée de vie d'1 an ou 2, est un échec au niveau de la durée. Par contre, comme exemple d'émancipation des esclaves américains, c'est plutôt, je pense, au niveau du critère numéro 2, un exemple justement d'aboutissement très intéressant qui montre que ceci est possible. Voilà, et donc différents éléments. Et puis même, je dirais qu'au sein du mouvement icarien, on voit bien qu'il y a un mouvement qui est la prise en compte du développement personnel des membres. C'est quelque chose qui n'a pas de sens à Nauvoo, hein, enfin, dans les premières versions, et qui a beaucoup plus de sens au fur et à mesure de l'évolution du mouvement. Voilà. Ce qui fait qu'on a cette approche d'institutionnalisme qui va dire les communautés font partie d'un mouvement social plus large. Il va falloir s'intéresser à la dynamique du mouvement sur le temps long. Et ce que dit Don Pitzer, c'est finalement la forme communautaire, c'est qu'un mouvement, qu'un moment de ce mouvement. Et à d'autres moments, il va prendre d'autres formes, quelque part. Ça a été appliqué au mouvement harmoniste à Camp Hill, de dire ben, le mouvement qui a eu de privatisation, par exemple, du mouvement harmoniste, c'est qu'un moment de ce mouvement plus large et qui a pris un moment communautaire à un moment donné et qui prend autre chose à un autre moment. C'est ce que j'ai essayé de tester sur le mouvement icarien dans l'article à paraître. Évidemment, il y a des intérêts et des limites de cette approche, c'est que ça permet bien de ressaisir le changement, je pense, et notamment tout ce qui est processus post-communautaire de préservation et de consolidation de la mémoire. Je parlais de Mendes tout à l'heure, je vous renvoie aux ouvrages
Don Pitzer sur New Harmony, par exemple, hein, comment la mémoire de New Harmony s'est constituée après 1825-1827. Mais également, il y a une critique, c'est que ça écrase aussi la singularité des expériences individuelles et toute la multiplicité des trajectoires, des ruptures et des non-ruptures. Et ce que disait Lockyer, c'est peut-être qu'il faut plus s'intéresser au processus, en fait, pour expliquer pourquoi, justement, dans des situations comparables, les mouvements vont choisir des règles totalement différentes. Et c'est ça qui frappe quand on va regarder les Icariens, certains phalanstères, les harmonistes, etc. Ils vont choisir des modalités totalement différentes. Damien, Ouais. normalement, tu devrais avoir terminé, mais Bon, comme c'est vraiment intéressant, on te laisse plus de temps. C'est un peu le bonus. Alors, prends ton temps de bien terminer de toute façon, ça tombe bien. Bon, c'est mon dernier point. Donc, je vais peut-être passer. Je voulais dire, voilà, en quel lien avec la programmation scientifique du CRIS? Je pensais il y avait 3 points qui me semblaient intéressants et qui peut être voilà, à discuter ici ou plus tard dans d'autres séminaires. Je pense qu'il y a une question sur la perspective méthodologique. Il y a une question sur l'objet en tant que tel, sur ce que sont ces communautés-là, et puis quelque chose, le problème du matériel, quoi. Voilà, quelque part pour reprendre les trois parties que font mes étudiants, matériel, méthode et résultats. On peut voir ça comme ça. Alors, évidemment, première question, c'est, je pense, je ne sais pas si Bernard est en ligne là, mais dans le dernier ouvrage qui vient de sortir sur la question de, justement, l'objet, quelque part, d'une approche un peu conséquente de l'économie sociale, c'est de pouvoir avoir une approche qui va ressaisir simultanément, je dirais, le changement et la différence. Et peut-être, c'est vrai que historiquement, le CRIS est plutôt sur l'approche des mouvements sociaux, de la régulation, donc plutôt s'inscrit sur la transformation. Et je pense qu'il y a aussi une question pour bien ressaisir aussi la diversité qui se pose. Et qui pose justement s'intéresser plus aux choses en train de se faire pour mieux comprendre l'hétérogénéité et prendre en compte la dimension sensible des individus, je dirais, alors, le fait de s'intéresser à des choses historiques, il y a des raisons scientifiques, comme je l'ai dit, et puis des raisons éthiques. Et je pense que c'est un peu ce que j'ai dit, c'est se mettre à la place des personnes qui ont… C'est essayer de ressaisir ce qu'ils disaient pour, quelque part, ne pas les enterrer une deuxième fois. C'est un peu ce que je voulais dire. Évidemment, la question, c'est celle de l'interprétation, de l'accès aux matériaux et comment on peut rendre visible justement la pluralité des explications. Voilà, parce que la sous-détermination de la théorie des faits, qu'un même fait peut être expliqué de différentes manières. Alors, ça, c'est un travail que j'essaie de faire en ce moment et je ne vais pas le présenter là-dessus. Voilà, l'article est en train de définir, c'est justement comment, dans un phalanstère qui s'appelle Alpha Delphia, qui est très intéressant parce que lui a mis en place j'ai accès justement à tous ces éléments sur les disputes, en fait, voilà, les commissions d'arbitrage. Et puis, il y a des choses justement qui paraissent un peu scandaleuses qui ont été mises en place, des règles très discriminatoires, par exemple sur le temps de travail des femmes. Hein. Je vous ai mis un petit passage juste après. Et qu'est-ce qui fait que l'organisation tient? Comment on va la justifier? Justement, passer justement de ce que disait Walzer, de la morale fine à la morale épaisse, c'est-à-dire essayer de la remettre dans sa perspective. Et qu'est-ce qui fait qu'une organisation qui peut être en bonne santé économique, ce qui est le cas du phalanstère du Wisconsin, va disparaître? Est-ce que c'est une trahison d'idéal socialiste? Les gens ont toujours des bonnes raisons de faire disparaître un certain nombre de choses et il faut prendre au sérieux pourquoi ils l'ont fait. Donc voilà, je passe rapidement, on pourra en discuter, mais là, c'est par exemple un exemple de manière dont le travail Alors, la norme, c'est 8 heures de travail par jour, hein, c'est la norme, c'est celle de l'agriculteur. Alors, les médecins peuvent travailler que 8 heures par jour, mais dont 2 heures d'études, donc ils ne travaillent que 6 heures par jour. Et puis en face, voilà, si vous êtes une femme et vous faites de l'enseignement, il faut travailler 10 heures par jour pour avoir la même reconnaissance d'une heure, enfin, d'une journée de travail. Donc il y a des règles très discriminatoires qui sont mises en place et essayer de comprendre comment voilà, ces équivalences de travail sont mises en place, comment elles vont être contestées. En partie, justement, il va y avoir
des femmes qui vont contester ceci en écrivant à la commission d'arbitrage. Il va y avoir aussi des artisans qui vont dire comment ça se fait que le travail du médecin est mieux rémunéré que nous, ça va pas aller, quoi. Il va y avoir justement ce débat qui va être mis en place et sur lequel je vais m'intéresser. Donc ça, c'était un premier point, c'est peut-être en tant qu'objet, réfléchir peut-être à la méthode, une méthode qui va prendre en compte véritablement ce que disent les gens à propos de ce qu'ils font. Et puis, comme objet réflexif sur l'économie sociale contemporaine, bon, c'est vrai que le premier élément, bon, la justice environnementale, ça n'a aucun sens quand vous êtes dans l'Iowa au 19e siècle. Hein, vous mettez n'importe quoi en terre, ça pousse. Hein, enfin, voilà, c'est clair. Donc, vous pouvez avoir une approche totalement. Alors, même si dans les faits, les Icariens ont une approche d'abord extensive, ce n'est pas une approche intensive d'exploitation des mêmes terres, mais une approche très productiviste. Voilà, il y a des choses sur la justice environnementale peut-être à creuser qui ont été faites dans d'autres. Il y a des travaux en cours là-dessus sur justement le transcendantalisme qui a beaucoup inspiré d'autres communautés et qui pourrait être intéressant à regarder. Il y a beaucoup d'attention qui sont portées au principe d'équité et de justice sociale, justement, avec un formalisme qui est très important. Quelque part, la justice sociale, dans une organisation, c'est une question qui se pose jusqu'où on va pour la formaliser et comment on prend en compte les conflits et les voix dissonantes. Un des problèmes des dissensions au sein du mouvement icarien, c'est que justement, il n'y avait pas d'instance tellement d'arbitrage. Comment on fait passer les intérêts de la minorité, comment on respecte les intérêts de la minorité quand il faut que les décisions soient prises à un certain pourcentage de voix. Et puis l'équilibre qui est difficile entre l'individu, la réalisation de soi et le collectif avec la transformation sociale. Et puis il y avait des questions qui sont aussi contemporaines sur les organisations, la prise en compte des questions économiques qui se posent sur justement la répartition. Un des gros problèmes de ces organisations, c'est souvent la pression qui est faite sur la répartition, sur des réinvestissements qui sont souvent faibles, qui sont d'abord une répartition auprès des travailleurs et des actionnaires, avec un problème qui est celui du crédit, l'accès au crédit et à la trésorerie. La faiblesse de l'investissement fait que vous allez prendre des mauvaises décisions et vous allez acheter des terres qui valent rien, qui sont perdues au milieu du désert, et puis bah, ça va pas marcher, quoi. Et puis le dernier point, qui est évidemment la question aussi des réserves impartageables, qui est, c'est peut-être facile de dire a posteriori que les gens sont égoïstes parce qu'ils se font disparaître leur organisation, mais c'était d'abord le rôle peut-être de l'organisation de ne pas les mettre dans cette situation de dilemme moral en disant ben, je dois veiller à la santé de mes enfants ou à mes enfants qui n'ont aucun travail, etc. Et si je fais disparaître l'organisation, j'ai accès à l'équivalent de 2 ans de salaire ouvrier, par exemple. C'est un peu ça ce qui s'est passé. Et je dirais le dernier point aussi qui m'avait frappé, c'est peut-être aussi ce que posent ces organisations, c'est la question de l'archivage, en fait. Rendre compte des organisations d'économie sociale de manière plus large, c'est pas se contenter de ce qu'écrivent les organisations sur elles-mêmes. Peut-être qu'on a, je pense, trop tendance à penser quand on regarde un peu les organisations utopiques, il y a des maisons d'édition spécialisées là-dessus, mais chacun de ces textes est est un propos sur l'organisation. Hein. Si on regarde par exemple sur le Wisconsin Phalanx, ce que va dire le fondateur sur sa disparition va être très différent de ce qu'on peut interpréter en regardant telle ou telle source. Et peut-être le dernier point qui est justement relié avec ce que fait le CRIS, notamment sur l'archivage, sur le traitement, la base de données sur l'innovation sociale, c'est de dire quelque part, moi ce qui m'avait frappé là, c'est un article de Finel qui est sur une communauté intentionnelle étudiante en lien avec une université, Denison, dans l'Ohio, et qui disait un point très intéressant, c'est que souvent, on pense l'archivage comme étant quelque chose du ressort des organisations elles-mêmes, c'est-à-dire que c'est pour préserver la mémoire collective d'une communauté.
en fait, ça a deux fonctions bien plus intéressantes. C'est évidemment, en tant que c'est documenter l'impact culturel qu'elle peut avoir sur son environnement, et c'est surtout préserver l'impact culturel qu'elle pourra avoir pour les générations futures. Et je pense qu'il y a quelque chose ici, une responsabilité quand on parle d'archivage, d'études de cas qu'il ne faut pas négliger, qu'il faut prendre au sérieux. Donc voilà un petit peu là où je m'en voulais finir. Et je ne vais pas vous présenter ma recette voilà, de bière à l'épinette, des bières d'épinette icariennes que j'ai retrouvées dans les archives. On va attendre de goûter, celle que tu vas nous faire. Voilà, bah là, il y a la deuxième fournée là, qui va arriver. Bon. Mais écoute, merci beaucoup, Damien, pour ta présentation. Vraiment, c'était fort intéressant. On peut dire, pour faire une métaphore, tes recherches ont porté des fruits, clairement. Tu as mobilisé un corpus incroyable d'allant de chercheurs, d'auteurs qui sont, pour la plupart d'entre nous, un peu éloignés de nos sujets. Mais en même temps, c'était fascinant et ça permet de montrer l'innovation sociale, l'économie sociale comme étant un domaine qui dépasse les frontières, notamment de la gestion, quand on est ici dans l'axe organisation et gestion. Donc, je repasse la parole. Donc, merci beaucoup, Damien, et merci beaucoup à tout le monde. Je repasse la parole à Sonia pour quelques petits mots de clôture. Merci, Luc. Justement, j'avais ma dernière question, c'était si Damien avait essayé sa recette pour savoir si ça marchait, si c'était bon ou non. On l'essayera, si elle est bonne, on vous la transmettra aussi. Alors, elle est très bonne. Elle est très bonne. Attention, si vous utilisez du sucre, ça met beaucoup, beaucoup de temps à fermenter. Et la question, c'est la répartition entre le citron et puis l'épinette. Moi, je m'étais un peu trompé là-dessus. Ça avait trop goût de citron. Il faut trouver un bon équilibre. Tu nous enverras ça corrigé. Mais merci Damien, merci pour la discussion, merci à tous les participants, merci Luc pour l'animation. C'était très riche, ça nourrit énormément nos réflexions. Merci beaucoup, on vous souhaite un bel après-midi, une belle soirée. Bye.